Aux applaudissements, merci d'accueillir Monsieur Adolphe Mouzito. Bonjour Excellence, bienvenue, je vous en prie, prenez place. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir, Excellence. Je vais donc, dans quelques mots, vous présenter, hein, bien que vous ne soyez pas une figure inconnue. On rappelle que M. Adolphe Mouzito Fumunchi, Premier ministre honoraire et actuellement député national, est né en 1957 dans l'ex-province du Bandundu. Il s'agit donc de la province de la République démocratique du Congo. Vous êtes licencié de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, département économie publique. Vous êtes un pur produit, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, de l'administration congolaise, puisque vous êtes haut fonctionnaire de l'État et vous assumez la fonction d'inspecteur des finances depuis 1988. Doté d'une forte expérience politique et de lutte, vous avez été, et vous êtes toujours d'ailleurs militant et cadre du PALU depuis 1990. Vous figurez parmi les négociateurs de l'accord intercongolais, d'accord global donc à Sun City entre 2002 et 2003. Vous en sortirez comme député de la transition. À la suite des élections organisées en 2006, vous intégrez le gouvernement de la République démocratique du Congo en qualité de ministre du budget dans l'équipe d'Antoine Gizenga. C'est donc le 6 février 2007 et vous assumez ces fonctions jusqu'au 10 octobre 2008, date à laquelle vous devenez Premier ministre de la République démocratique du Congo en remplacement de M. Antoine Gizenga, fonction que vous allez d'ailleurs assumer du 10 octobre 2008 au 6 mars 2012. Vous êtes ensuite élu en 2011 député national à la suite des élections, mandat que vous exercez jusqu'à présent. Alors, pour la petite histoire, depuis le début de l'année 2015, M. Mouzito a initié le concept de tribune, un espace où il expose librement ses idées sur les différents problèmes qui touchent évidemment les Congolais et les sujets, je dirais, brûlants d'actualité. 12 tribunes à ce jour ont été publiées. Je précise d'ailleurs à ce sujet qu'elles ont toutes été imprimées, elles sont disponibles ici. Je pense que le moment opportun, je vous dirai comment vous les procurez. 12 tribunes donc, avec des titres parfois provocateurs que l'auteur considère plutôt comme interpellateurs. Il aura l'occasion d'y revenir durant son exposé. Voilà. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vais donc vous céder la parole. Merci d'être là parmi nous. D'accord. Tout à l'heure, assez discrètement, j'ai suivi dans la salle d'à côté les débats avec les amis de l'UDPS et la salle. Je suis très intéressé et je suis même tenté de commencer par là. Il est vrai que j'ai été invité pour parler des défis de la société congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, camarades étudiants, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et ici, de prime abord, je remercie les étudiants, l'ASBEL Change, les étudiants du cercle, plutôt les jeunes du cercle des étudiants. Il n'y a pas que des jeunes dans le cercle, que je sache, le cercle des étudiants des l'IOB, Inali, Bisso Nabisso, cercle des étudiants des UCL, université catholique, libre catholique. Pardon? Université catholique du Louvain, Louvain-la-Neuve, les femmes, l'ASBEL Femmes et Nations. Merci beaucoup de cette invitation pour discuter, échanger autour des défis de notre société. La question que je voudrais poser à la salle, qui pour moi est un questionnement qui peut rester permanent, sur lequel nous pourrions aborder quelques éléments de réponse, c'est: est-ce que la République démocratique du Congo existe? Nous débattons là-dessus. Est-ce qu'elle existe comme État? Est-ce qu'elle existe comme économie?
est-ce qu'elle existe comme nation? Qui dit État dit souveraineté. Sans souveraineté internationale, un État n'en est pas un. Est-ce que nous avons les attributs de souveraineté? Attributs de souveraineté, ça veut dire la défense nationale, être capable de défendre l'intégrité territoriale. C'est aussi la monnaie. Est-ce que la RDC a une monnaie? Quelle est-elle? Le dollar. C'est très bien, ça signifie, et là vous m'aidez, qu'il y a cours légal. Dans notre pays, il y a 2, voire 3 monnaies. Le franc congolais, qui cohabitent en termes de cours légal avec les dollars, et l'euro subsidiairement. En tout cas, toutes les monnaies peuvent circuler, aussi bien sur le marché d'échange que sur le marché des biens et services. C'est-à-dire qu'on peut faire des transactions en dollars, en euros, en francs congolais, mais en tout cas en toutes les monnaies convertibles, les monnaies internationales. Et même dans la masse monétaire, irriguée par l'économie sous contrôle de la Banque centrale, il s'agit de la masse monétaire intégrée. Plus ou moins 70% de cette masse monétaire est en dollars. La différence, c'est en francs congolais. Ça signifie quoi? Que la Banque centrale gère 2-3 monnaies, dont pour certaines, il n'a pas le pouvoir d'émission. Il n'a pas de prérogative sous le contrôle des autres monnaies. En fait, la monnaie lui échappe. Nous parlerons de la Banque centrale en ce qui concerne ses comptes d'exploitation. Elle est en pleine décapitalisation. Ces 3 critères ou attributs de souveraineté: défense, monnaie, qui dit monnaie dit économie, mais aussi la diplomatie. Les deux se tiennent. Est-ce que nous sommes un État? Nous l'examinerons quand nous parlerons de l'ensemble des défis. Est-ce que nous sommes une nation? Une nation suppose une unité politique, une identité culturelle. C'est des échanges économiques, culturels entre les communautés. Ce qui suppose des routes d'intégration nationale. Avons-nous une seule route nationale? Est-ce que nos communautés, qui ne sont, de mon point de vue, que une juxtaposition des gens qui habitent sur le même espace, avec frontières internationales, nos communautés n'échangent pas entre elles? Est-ce qu'à ce moment-là, n'ont pas une identité en termes culturels, en termes sociétals, parce qu'ils n'échangent pas économiquement, ils n'ont rien en commun qui puisse les lier les unes aux autres en termes de défis? Parce qu'au Congo, nous y reviendrons, la plupart des provinces, nous en avons maintenant 26, échangent plus avec les pays voisins qu'entre elles. Problème d'identité, donc problème des nations et des nationalités. Est-ce que nous sommes une économie? Une économie, c'est un système, c'est une matrice. Il y a des économistes que j'imagine ici. Une matrice interindustrielle, ça suppose, ou sectorielle. Ça suppose que les différents secteurs économiques échangent entre eux. Le secteur agricole approvisionne l'industrie et bénéficie de l'industrie, les traitements en produits finis de ce qu'elle produit, ou lui il produit. Et puis les tertiaires, c'est-à-dire que les tertiaires commercialisent ce qui est produit par les secteurs industriels et ce qui est produit par le secteur agricole. Cette matrice des données et recevoir qu'on appelle matrice input-output. Est-ce que nous avons cette matrice-là? Et nous venons de parler de la monnaie. Qui dit économie suppose une monnaie, mais une monnaie stable, une monnaie qui couvre toutes les transactions, qui joue toutes ces fonctions économiques, notamment les talons de valeur, réserves d'échange, etc. Voilà, c'est en examinant les différents défis que nous allons, en regardant leur ampleur par rapport à la norme
que peut définir la théorie, mais aussi la norme par rapport aux autres États, pays développés, pays sous-développés, des pays qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques économiques, géographiques, nos pays voisins. Quel est le niveau quelle est notre situation? Donc, les défis, il y en a plusieurs. J'ai voulu mettre l'accent sur, avant le débat sur ces défis, mettre l'accent sur la problématique essentielle. Est-ce que c'est dont nous discutons et dont nous identifions les défis, existent-ils? Alors, si ça existe, ça signifie que les défis seront d'ordre, si vous voulez, liés au fonctionnement, liés à la gestion. Et il me semble ici, par rapport à la portée des défis que nous allons examiner tour à tour, nous en prendrons certains, qui se posent un problème existentiel de cette nation, de cette économie, si ça n'est une, mais aussi de cet État. Les défis. J'en ai identifié 8, 10, qui me paraissent essentiels, même s'il y a des milliers de défis. Le premier défi, c'est le défi de la pauvreté. Ces défis, nous pouvons l'apprécier et l'examiner à partir de plusieurs agrégats, dont l'agrégat classique, les PIB. Le PIB global, mais aussi les PIB par tête d'habitant. Quel est le PIB de la RDC? Nous en parlerons. Quelle est la portion qui revient à chaque Congolais? Les Congolais vivent avec combien par jour? Si la répartition du revenu s'est faite de manière égalitaire, ce qui n'est pas le cas, mais nous prenons cette référence pour question d'analyse. Le deuxième défi, ce n'est pas en termes d'ordre d'importance, parce que finalement tous les défis se tiennent. Il n'y en a pas qui soient plus importants que d'autres. Le deuxième défi, c'est le défi du chômage. Le troisième, le chômage, nous en parlerons tant en termes d'ampleur qu'en termes de l'évolution, en ayant en parallèle, par exemple, le chômage dans votre État. Qu'est-ce qui les caractérise? Quelle est la différence quantitative, mais aussi qualitative, avec la Belgique, les pays développés, mais aussi avec nos pays africains? Le quatrième défi, c'est celui d'intégration de l'économie. Est-ce qu'on a une économie intégrée, aussi bien au reste du monde qu'à l'intérieur, en son sein propre? Nous venons de parler de la matrice interindustrielle. Le cinquième défi, c'est les défis des infrastructures. Je posais la problématique de l'existence de la nation en tant que communauté intégrée et échangeant avec elle-même. Avons-nous des routes? Avons-nous des chemins de fer? Est-ce qu'une économie peut-elle exister sans route, sans chemin de fer? À supposer même qu'on bombarde tout ce que nous avons comme industrie ici, sur les Congo, que ces industries pourraient fonctionner dans un pays où il n'y a pas de route, voie de communication, mais surtout les autres infrastructures de base, à savoir l'eau, l'électricité. Défi des infrastructures. J'en suis à la sixième, si je ne me trompe pas, parce que j'ai choisi d'en parler trois. Bon, il y a des défis de leadership politique, mais aussi social. La force des États ici et les gestionnaires des États, c'est des partis politiques ici dans le pays avancé. Quelle est la taille de nos partis politiques? Taille en termes d'ancrage sociologique, mais en termes aussi des résultats sur la représentation nationale qui incarne la souveraineté du peuple. Que vaut l'UDPS? Que vaut le PPE? Qualitativement en termes de vision politique, des projets de société. Quantitativement en termes de pourcentage d'électorat au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Quelles valent nos coalitions? Tout à l'heure, on parlait du dialogue. Il y a une des tribunes où j'ai parlé de la RDC disant qu'il s'agit d'un royaume des aveugles conduit par des borgnes. Nous en parlerons pour dire que même les dialogues dont nous parlons, c'est un dialogue des borgnes. Des gens qui ne méritent pas de diriger cette nation-là. Il s'agit de nous, quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une défiance entre le peuple et nous. On sait qu'il ne nous a pas donné ses suffrages. Je parle des principaux partis politiques.
Le peuple a jeté ses suffrages. Je me pose la question si en les faisant lui-même existait, parce qu'il se pose un problème de fédération de ses idées, de son projet, à travers le parti politique, fédération qui n'a pas lieu, qui fait que le grand parti, ou soi-disant grand, pose problème. N'ont pas l'électorat avec eux. C'est d'ailleurs ce qui fait que tous ils veulent bien, j'allais dire le dialogue, mais surtout la transition, parce qu'ils sont en désaccord avec le peuple. Nous y reviendrons. Je crois que c'est plus ou moins ça. J'ai omis quelque chose, je n'ai même pas regardé. Alors revenons en commençant par le premier défi. Le défi de la pauvreté, on peut le mesurer par le PIB. C'est un agrégat sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord parce qu'il concerne toutes les nations. C'est comme ça que l'économie, de manière générale, les économistes et les doctrinaires, les hommes politiques mesurent les niveaux d'économie en termes de production que chaque économie génère, mais aussi la quantité qui revient à chaque citoyen en moyenne, en supposant que la répartition est égalitaire. Pour leur travail. Nous espérons cet échange cordial et sans langue de bois, ce qui est à mon avis un des plus grands défis de notre société. Nous, le cercle des étudiants congolais et africains afrodescendants de l'ULB, nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'échanger aujourd'hui avec vous, car nous pensons que la situation est critique. Monsieur le Premier ministre honoraire, vous avez fait 4 ans au pouvoir, 2008-2012. Aujourd'hui, vous énumérez justement plusieurs mots du Congo. Quel bilan faites-vous de votre gouvernement? Quelles sont les bonnes choses que vous avez apportées à la société congolaise? Et quelles sont les choses que vous regrettez avoir fait? Et donc, pour ce dernier, que feriez-vous de différent? Merci bien. Je vais permettre que je réponde avant de passer à la question suivante. Merci beaucoup que vous m'ayez donné cette occasion parce qu'elles sont rares. Je n'ai pas beaucoup communiqué quand j'étais au pouvoir, encore que là aussi, étant donné les urgences du pays. Vous savez, quand on est dans une salle, on appelle salle intensive, le médecin ne parle pas beaucoup, il est plutôt au travail. Bien, je ne sais pas si mes collaborateurs ont prévu d'indiquer plus ou moins quel est l'héritage quand nous arrivons en 2006 au pouvoir. Nous allons prendre quelques comptes caractéristiques, quelques comptes sociaux pour indiquer, mais globalement mon gouvernement, est-ce que Alain, vous êtes prêt? Vous êtes prêt avec l'évolution des agrégats? Il n'est pas prêt? Il va arriver. Vous pouvez poursuivre, excellent. Oui, parce qu'en fait, j'avais abandonné le texte et ça n'est arrivé. Eh bien, bon, quand nous arrivons en 2006, globalement, je voudrais indiquer que mon gouvernement avait essentiellement 3 missions. Mettre fin à la guerre qui sévissait à l'est du pays. Stabiliser le cadre macroéconomique et obtenir l'annulation de la dette de la part des bailleurs multi et bilatéraux en étant un programme avec le FMI et en respectant les critères quantitatifs, qualitatifs, bref, l'ensemble des réformes auxquelles nous devions nous soumettre pour remplir les critères d'annulation de la dette. Amorcer, chercher de ces faits, parce que le pays, après l'annulation de la dette, pouvait avoir une dette qui soit soutenable, mais à des conditions concessionnelles. Et mobiliser de ces faits, après l'annulation de la dette, les ressources étrangères essentiellement, pour financer la construction ou l'amorce du développement des 5 chantiers, qui était un concept qui ramenait aux infrastructures de base, infrastructures économiques et sociales. J'indique aussi qu'en passant, qu'en 2006, quand nous arrivons, le budget de l'État s'est chiffré à 900 millions de dollars, s'il vous plaît. Et donc, nous avons amorcé la construction. Si ceux de vôtres qui ont été à Kinshasa, ils ont vu que ça bougeait à travers Kinshasa, mais aussi à travers le pays, avec les infrastructures, et la voirie, et puis on a lancé des projets des barrages pour l'énergie hydroélectrique à travers le pays, dans les bandes d'eau Kasai, au Katanga, etc. Et les économies qu'on a réalisées, permis au pays de réaliser sur les échéances du FMI ou sur les services de la dette qui, à cette époque-là, s'est chiffré à plus ou moins 600 millions de dollars par année qu'il fallait payer, et nous, on devait payer. J'indique aussi que quand nous payons,
Ça ne nous a pas empêché d'augmenter le salaire de les payer sans recourir à la planche à billets. L'actuel gouvernement, je ne fais pas une polémique, l'actuel gouvernement a 200-300 millions d'économies, puisque la dette a diminué, les échéances aussi, c'est-à-dire la charge du service de la dette, a des économies qui lui permettraient, qui devaient lui permettre de faire le social. Et donc, les travaux ont commencé, nous avons augmenté aussi bien le nombre de médecins publics du secteur public, est passé de plus ou moins de 4 à 6 000 nouveaux médecins, et on a doublé les salaires, puisque le médecin d'aujourd'hui touche 1 000, 1 500. Ce n'était pas le cas à notre arrivée, parce qu'ils étaient en dessous des $400. On a trouvé 900 professeurs d'université en RDC, on a doublé, aujourd'hui on est à 2000, disons, avant mon départ. 2 fois plus de professeurs d'université, il y en a parmi vous qui seraient tentés, qui ont été tentés ou qui ont accepté de venir quand même si ce n'est pas viable, même si l'environnement global ne permet pas qu'un professeur d'université descende, mais ça donnait quand même une bonne perspective. Malheureusement, ça n'a pas continué, les augmentations. Nous avons augmenté le nombre de magistrats. Nous n'avons pas le temps de montrer les grands déséquilibres entre l'État et la taille du pays, en ce qu'au Congo, il y a 1 million d'agents de l'État, du secteur public, donc, y compris... J'essaie d'être long, je me sens un peu mal à l'aise parce que... Non, pas du tout. En fait, nous allons accorder avec votre autorisation, Monsieur le Premier ministre, la parole au panel. Je crois qu'il y a une autre question hein, qui va vous être posée. Voilà, allez-y, je vous en prie. Merci encore de votre présence et de nous accorder ce temps. Alors, bon, en réalité, j'ai 3 questions, donc je pense que je vais plutôt poser la question qui me semble la plus importante, histoire de ne pas mobiliser trop de temps. Non, vous pouvez poser 2 questions, ça ira. Ok. Alors, la première question que je pose, elle est orientée sur la question de l'économie. Alors, quel modèle économique est mis en place finalement en RDC? Est-ce que continuer sur un modèle économique qui a échoué ne continue pas finalement de nous précipiter dans le gouffre? Ça, c'est la première question. La seconde question porte vraiment sur la nature même en fait, de la société démocratique. La nature? De la société démocratique de RDC. À quoi nous sert la démocratie? Est-ce que poursuivre une chimère étrangère à notre histoire peut-elle nous faire avancer? N'est-il pas temps d'au moins acquérir une indépendance de notre vision de notre avenir? Ou bien sommes-nous menacés par les institutions financières internationales? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît plus fort? Je vais répéter. Donc, la question est, à quoi sert la démocratie? Poursuivre une chimère étrangère à notre histoire peut-il nous être favorable et nous aider à avancer? N'est-il pas temps d'au moins acquérir une indépendance de notre vision de notre avenir? Ou bien sommes-nous menacés par les institutions financières internationales? Merci beaucoup. Je crois pouvoir commencer par la dernière question, avant de passer à la seconde qui concerne le modèle économique. La société démocratique, à quoi sert la démocratie? En fait, n'oubliez pas que déjà, en fait, la démocratie n'est pas en elle-même un emprunt. Ce qui peut être considéré comme un emprunt, c'est le régime social. C'est-à-dire que nous sommes ancestralement monarchistes. Et la monarchie continue au niveau local, c'est-à-dire que le pouvoir vient héréditairement pour la communauté. Et dans le modèle occidental, on est républicain. Et même quand on est monarchiste, c'est une monarchie constitutionnelle. On sait que l'autorité de l'État, le roi, c'est soumis à la Constitution qui veut que le pouvoir vienne du peuple à travers le gouvernement. Même si lui, il est héréditaire, mais il est le garant de la société et ne dirige pas parce qu'il correspond à aucune vision politique. Il ne reçoit pas son pouvoir du peuple et il n'a pas un programme politique en tant que tel. Et donc notre société, bien que monarchique, elle aussi, elle a été démocratique. Parce qu'à chaque fois qu'il faut décider, c'est la monarchie, c'est la hiérarchie clanique qui s'est réunie pour prendre des décisions. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que notre modèle, en tant que démocratie,
et d'entraîne extérieure. Mais c'est son articulation. C'est le régime social que nous avons changé, mais seulement la faiblesse ici, c'est que nous n'avons pas encore réussi à intégrer, à synthétiser la République au sommet et la monarchie locale, dans le cadre d'une division du travail qui fait que, quand vous descendez à la base, c'est la communauté à travers les chefs coutumiers qui gère le pouvoir politique. Celui-ci, il est en même temps exécutif, il est en même temps législatif, il est en même temps judiciaire. Seulement, la nuance, c'est que dans cette société-là, les chefs coutumiers répondent à des lois, des fonctionnements tels qu'il est obligé d'être démocrate, parce qu'il doit répondre, y compris aux morts. Donc, je reste d'avis que nous devons évoluer, là je vous rejoins un peu, pour aller vers la vraie démocratie et vers la synthèse du régime social. Mais ça suppose ce que moi j'appelle les corps sociaux, les corps intermédiaires. Nous ne pouvons pas nous contenter des majorités ou des oppositions. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, mais aussi en Belgique très récemment, je crois que c'est en cours. Il y a une majorité parlementaire en France. Il y a un pouvoir élu, il y a un président élu. Mais les gens disent, allez, au diable, nous on veut que la loi travail se présente de cette manière. On s'en fout de la majorité, nous devons lui demander d'examiner avec nous et de prendre en charge nos volontés. Le gouvernement, jusqu'à un certain niveau, a accepté avant d'aller voter, obtenir le vote, même si il y a encore des problèmes sur lesquels les syndicats, les corps sociaux, parce qu'il s'agit d'eux, sont encore à cheval. Chez vous ici, il y a une majorité, il y a un gouvernement. Et j'ai dit que même en France, les peuples ont dit, mais tiens, cette histoire des lois du travail, gauche-droite, vous êtes dans un complot, nous on ne croit plus en vous. Vous avez vu que ça a été accepté au Sénat par la droite, la majorité des droites. Ici en France, c'est les socialistes qui ont fait la loi, au prix des réformes, mais c'est la droite qui est en train de les appliquer. Les deux ont une vision plus ou moins... Et le peuple, il est dans la rue. C'est un peu pour dire qu'au-delà des institutions démocratiques, il faut compter sur les corps sociaux, il faut compter sur les partis politiques, il faut compter sur les organisations syndicales pour créer un rapport de force, obtenir ce que le grand nombre veut. C'est un processus historique. Nous devons y travailler parce que les Occidentaux sont passés par là encore qu'ils ont pris des siècles. Voyez-vous, la République, la première République, la deuxième française, c'est combien de siècles? Je ne dis pas que nous, on ne peut pas aller plus vite en nous inspirant des expériences des anciens États, mais l'expérience, je me méfie, hein, il faut faire sa propre expérience. Alors, par rapport au modèle économique, c'est vrai, notre modèle économique, il est fondé sur les cuivres, les diamants. Monsieur l'étudiant, j'ai l'impression que vous m'avez abandonné. En fait, la faute historique, c'est que les élites, les descendants, les évolués qui ont pris la relève du pouvoir colonial, ont cru que nous étions une économie, alors que nous étions les bouts d'une économie occidentale. Les Occidentaux avaient besoin de matières premières pour compléter les besoins de leurs usines, le cuivre. Et en partant, nous ne devions pas commencer par là, parce que ce serait continuer une économie qui n'était pas intégrée, qui n'était pas la nôtre. Nous ne devions pas entrer dans l'industrialisation par le cuivre, l'or, les diamants. Vous y entrez avec les fers, il fallait traiter les fers, avoir l'acier, exploiter les bois, les matériaux de construction, les calcaires, les grès. Commencer par construire nos villes, nos routes, nos infrastructures de base, et les minéraux, on n'avait qu'à laisser au secteur privé de produire, y compris pour que nous ayons des recettes pour couvrir nos importations, parce qu'on avait besoin d'importations. Mais seulement notre économie, si bien à l'époque des pères fondateurs, à l'époque des Mobutu que maintenant, on a continué avec une économie en fait qui produit ce qu'elle ne consomme pas, qui consomme ce qu'elle ne produit pas. Donc ces modèles a échoué, il faut repenser. C'est votre responsabilité et je me réjouis que vous ayez convoqué cette réflexion, cette discussion, pour que vous compreniez l'héritage et les problèmes qui se posent. Parce que nous, j'allais dire, parce qu'on luttait pour obtenir la démocratie, comme les pères fondateurs, au point qu'on n'a pas eu assez de temps pour construire un projet. Pour repenser, j'espère que vous aurez suffisamment de temps pour réfléchir. Enfin, le temps, le peuple est infini. Merci pour la question. Voilà. Merci pour la réponse.
Avant tout, moi j'aimerais vous remercier, vous, de vous être déplacé en tant que vice-président de l'ASBL Change, qui est une ASBL qui revalorise la culture et l'histoire africaine. Je trouve encourageant que vous vous soyez déplacé, ça démontre l'intérêt que vous portez au Congo. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Dans votre présentation, vous avez évoqué le manque de leadership. J'aimerais savoir si c'est possible avec vous de dresser le profil d'un bon leader et si vous-même, en cas d'élection, vous feriez le candidat que le Congo attend. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué la pauvreté des partis et du pays. Vous avez, si je ne m'abuse, déclaré que le Congo a besoin du FMI et de la Banque mondiale pour subsister. Ma question est la suivante, comment est-ce possible alors que on sait tous de toutes les matières premières dont le Congo regorge? Merci. Merci. Si j'oublie une question, je pense qu'il y en a trois, je commence par la dernière pour être sûr de ne pas oublier. Bien, je les ai notés, hein, donc je pourrais répéter. Oui. Alors, les FMI et la Banque mondiale n'est pas un objectif en soi, pour nous. Encore que nous n'ont pas pour vocation de développer un pays. Ce n'est pas leur vocation. D'ailleurs, ils ne viennent à vous que si vous êtes malade et ils veulent vous remettre en position de commencer à travailler. Ils n'ont pas en position de commencer à travailler, de vous développer. Ils ne viennent pas pour vous développer. Ils viennent vous aider à remplir les conditions. Je vous dis que le pays est en faillite. Quand vous n'avez pas d'épargne, je n'ai pas le temps de vous exposer le fait que le Congo n'a que 3 milliards au titre d'épargne, des dépôts. Et les crédits, c'est 2,5 milliards crédits pour un sous-continent. Avec un PIB de 40 milliards, nous aurions pu avoir un volume d'épargne, comme en moyenne en Afrique, de 20 milliards. 50% du PIB peuvent représenter l'argent qui est dans les systèmes bancaires mutualisés pour servir des ressources de financement pour l'économie et les investisseurs. Tel n'est malheureusement pas le cas. On a les défis des infrastructures. Nous avons un personnel que nous ne payons pas, notamment des retraités. Quand tu ne payes pas une partie de la population, c'est une partie de la demande que tu détruis et donc de la possibilité d'expansion de la production. Pays en faillite, les entreprises publiques dépensent 3 fois plus que ce qu'elles ne produisent. C'est une situation générale. Elles ont consommé plus ou moins 80% de leur investissement initial. La valeur résiduelle est presque nulle. C'est un gâchis. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez aller voir un banquier, sauf si vous avez une épargne locale. Les cuivres, la forêt équatoriale, ce n'est pas de la richesse. Ça ne vous un arbre dans la forêt ne vous appartient pas. Sauf si vous pouvez les couper, faire du bois ou construire une maison avec. C'est du potentiel qui d'ailleurs a besoin d'être fécondé par la technologie des autres, par les capitaux des autres, d'où le monde occidental, avec qui vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas l'équitus de ceux qu'on appelle les gendarmes du système financier international. Aucun pays ne peut vous donner l'argent de ses contribuables si vous n'ouvrez pas vos comptes, et si les comptes ne sont pas, si vous ne vous engagez pas à travailler dans les normes, y compris pour lui dire que vous êtes capable de gérer votre propre argent et donc de gérer son argent. Aucun pays. Parce que déjà, ces contribuables n'accepteront pas. Le gage, les garants, c'est les FMI et la Banque mondiale. Nous y allons pour qu'on nous soumette à réforme. Vous avez vu, moi je suis très heureux de l'expérience grecque. C'est l'une des anciennes civilisations occidentales. Ce sont des amis, des Belges, des Américains. On lui a dit, tu es en faillite, on ne te donne rien, sauf si tu acceptes d'améliorer ta gestion, y compris en acceptant les réformes que vous devez négocier avec nous, avec l'Union européenne, avec les institutions, y compris des Bretton Woods. Nous devons nous soumettre, montrer quels sont nos projets, quels sont nos besoins de financement. Et notre propre épargne, la différence, nous voulons bien la demander, pour dire que c'est pour tel projet, et être en mesure de rembourser, parce que la question profonde de la dette, c'est la dette au profit desquelles dépenses qui génèrent combien d'argent, et pour être capable de rembourser. C'est les rapports, il y a des économistes ici, les leviers financiers, c'est mettez en parallèle les coûts de l'argent que vous empruntez et ce que les projets que vous financez capables de sécréter pour être en mesure de rembourser et dans les délai en respectant les cycles d'exploitation du projet pour qu'en mesure, en retour, vous amélioriez votre capacité, plutôt vous améliorer la rentabilité de vos propres fonds. Donc,
la dette, nous en avons besoin. Et si nous sommes d'accord que nous en avons besoin, eh bien, il faut remplir les conditions pour ceux qui doivent nous traiter, de nous prêter. Je dis qu'en passant, dans une des tribunes, je l'ai dit, les Belges, la Belgique a un PIB de 400 milliards, mais elle a aussi une dette de 400 milliards. Les Belges, donc, gagnent 50 000 $, je donne un chiffre rond, mais il a chaque mois aussi, plutôt chaque année, cette dette qui pèse sur lui. Mais les Congolais ont une dette de combien? Je crois 120 $, mais il a un PIB de 500. Il faut choisir 500 $. Il faut choisir entre être pauvre et non endetté et être riche en ayant la dette. Ici, si chacun de vous devait avoir une maison à crédit ou une voiture à crédit avec son salaire, ce serait une impossibilité. Vous êtes obligé de vous endetter et de payer dans la durée. La dette est plus grande que votre revenu mensuel, mais puisque vous ne la remboursez pas sur 2 ans, 3 ans, les tranches exigibles par mois sont petites et vous pouvez maintenant consommer anticipativement une maison. En partant d'aujourd'hui, vous l'habitez, puisque vous l'aurez en vous endettant, vous l'habitez pendant 30 ans, ou bien alors la construire petit à petit avec votre salaire, et pour que ce que vous auriez remboursé en 30 ans, vous allez ne pas avoir remboursé, mais vous mettez de côté pendant 30 ans, vous finissez votre maison, et vous l'habitez à la mort. C'est ça le Congo. Nous pouvons, avec notre budget, dire que nous allons construire nos routes pendant 50 ans. Mais nous aurons disparu comme peuple. Attention, les FMI, la Banque mondiale, c'est un passage obligé pour atteindre le financement de notre économie au stade actuel. Et puis, le capitalisme ne vous donne jamais l'argent si vous êtes pauvre. Et puisque nous ne sommes pas pauvres, entre guillemets, et que nous avons une richesse qui n'est que potentielle, qui a besoin d'être fécondée. Vous voyez, c'est comme toi, avec ta copine. Ta copine peut se plaindre... Elle ne peut pas se plaindre de ne pas avoir la progéniture si elle choisit de rester vierge. On ne peut pas crier sans entrer en rapport avec ce que vous n'avez pas et mettre ensemble ce que l'autre a et que vous n'avez pas et ce que vous avez que lui n'a pas. C'est comme la sémence, c'est la création. Tu ne peux pas faire un enfant sans être aliéné par... si vous êtes garçon, si vous voulez être vierge à 60 ans, c'est possible, mais ne vous plaignez pas de ne pas créer, de ne pas avoir la progéniture. C'est la même chose au niveau des peuples. Nous avons un potentiel qui a besoin d'être fécondé par d'autres potentiels. L'Occident a de l'argent, mais c'est de l'argent qui chôme. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent plus s'endetter qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont l'argent, mais les États sont en faillite. Ils ne peuvent pas remboursés, parce qu'ils ne peuvent plus créer la richesse, ils sont plafonnés par la demande qui est le fait du plein emploi des facteurs de production. Moi, je dirais aux autorités belges que je vais rencontrer que la Belgique n'a pas d'avenir dans l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas créer 2-3% de richesse et dans la durée sur 10 ans, 20 ans. C'est plus possible. Ils ont atteint le plein emploi. Ils ont besoin d'amener ces capitaux, ces technologies, ces expertises chez nous, qu'on crée la richesse. La Belgique aura intérêt à investir 2 000, 3 000 $. Je ne parle pas du marché public, hein, je ne parle pas des entreprises publiques, je parle de l'économie publique. La Belgique ne peut plus s'endetter pour elle-même, mais elle peut s'endetter pour le Congo, y compris avec la possibilité de créer plus de richesses et plus d'emplois. Nous pouvons résorber le chômage. La Belgique, c'est d'ailleurs 300. Nous, notre chômage, c'est 25 millions. On a besoin que la Belgique nous aide à investir dans les infrastructures, qu'on crée la richesse. Parce que le Congo peut passer de 40 milliards de PIB aujourd'hui à 300-400 milliards. Et parce que d'ici 20 ans, nous allons doubler. Mais puisque parce que nous serons 160 millions dans 20 ans, parce qu'on a un taux de croissance de 3%, nous sommes une demande, mais qui demande de devenir solvable. Et parce qu'avec la Belgique, on peut créer une économie additionnelle grâce aux infrastructures de base qui nous manquent, qui font que chez nous, les communautés ne changent pas avec elles pour créer un marché intérieur. Bon, excusez-moi, j'ai su... Non, c'est parfait. Maintenant, peut-être la question relative au leader, le bon profil. Le leadership dont j'ai parlé, moi je ne crois pas beaucoup au leadership. Je ne suis pas très révolutionnaire. Je ne parle pas de leadership des individus, je parle de leadership des partis politiques. Leadership des visions. Un individu ne peut pas porter à lui seul une vision, elle doit être partagée.
Je parle des partis politiques forts. Il faut une approche. Le leadership, il faut l'avoir au sein de la représentation nationale pour appliquer sa politique si on est président de la République. Mais si on n'a pas un parti fort, vous aurez des difficultés pour faire passer votre message, votre vision. Donc je parle de leadership en termes de parti politique, en termes d'organisation sociale. Les syndicats sociaux créent la dynamique sociétale. La troisième question. Il n'y avait que 2 questions, je pense. Ah, bon, encore faut-il que je le sois. Mais en fait, moi, on me pose beaucoup cette question. Je pense que la vraie question prioritaire, c'est celle de savoir, ai-je un projet? Parce qu'être candidat, ce n'est qu'une démarche, ce n'est pas un objectif, une démarche pour atteindre, pour matérialiser son projet. J'ai réfléchi sur mon projet, j'y travaille, vous m'en avez donné l'occasion, cette discussion va m'inspirer. Merci beaucoup. Donc vous n'êtes pas candidat? Je n'ai pas dit que je ne suis pas candidat, je préfère répondre plutôt à la question de savoir si j'ai un projet. On ne l'a pas posé. On s'est bien compris, Monsieur le Premier ministre. Merci infiniment au panel qui nous a fait l'honneur de poser les questions au Premier ministre Orlan Mangala. Merci infiniment, vous êtes de l'UCL, Cassidi Makilutila de Change et Bora Kamwanya du Binabi, Cercle des étudiants africains de l'UNB. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que le gouvernement dans lequel le peuple doit se reconnaître existe? Ou alors, on doit remettre en question plutôt, comme certains politologues le pensent, le capital culturel qui fait que justement, les gens ne prennent pas la peine de voter ou votent par dépit sans savoir pourquoi ils votent? Parce que quand on a un pays dans lequel la majorité du budget n'est pas allouée à l'éducation, qui est pour moi un investissement à long terme et très important, et donc, on ne facilite pas justement la tâche au capital culturel qui permet aux électeurs de voter. Donc voilà. Un pays dont les gros du budget n'est pas accordé à l'enseignement, c'est vrai. Mais seulement quel est-il, ces budgets? Nous avons 22 millions d'enfants à scolariser. Et par conséquent, si dans une école, on doit avoir 1000 élèves, il nous faut 22 000 écoles. Quel est le budget consacré à l'enseignement? Par rapport à l'ensemble du budget dont je vous indique la hauteur, 6 milliards, et je crois qu'il y a des coupes, parce que nous avons connu une dépréciation, une réduction de notre PIB du fait de la réduction de nos recettes d'exportation, qui font partie de la production globale. Et donc, quel est le budget? C'est ça le débat. Vous allez hériter de ce pays, vous aurez ces défis d'ailleurs qui sera plus grand que non, parce qu'on aura beaucoup plus d'enfants à scolariser. Quel est le budget du pays? Sur les gâchis, sur l'héritage. Même si il y a des fautes à imputer au gouvernement, le mien et les autres, mais il faut situer dans cette imputation la part de l'histoire et la part des responsables du moment. Et quand on cible bien cette différence, on peut mieux formuler la critique. Et mieux se préparer à aborder, parce que qu'on le veuille ou non, je l'ai dit tout à l'heure, dans 20 ans, c'est vous qui serez aux affaires. Ces discussions, c'est en cela qu'elles sont intéressantes. Donc j'ai dit, nous avons augmenté, mais nous avons augmenté dans les limites, parce que le budget est un avantage. C'est une opportunité, mais en même temps une contrainte, ça vous limite le niveau de votre action. Nous sommes un pays pauvre. Je n'aime pas les dire, parce que ça semble justifier les difficultés que nous avons et sur lesquelles nous nous attendons. La vérité, c'est celle-là. Maintenant, mon parti, pourquoi ne dois-je pas quitter mon parti par rapport à son idéologie? Non, mon parti n'a pas un problème idéologique. Mon parti, ainsi que la majorité, nous avons des difficultés au niveau de l'action par rapport aux options fondamentales qui ont été les nôtres quand nous avons fait la coalition. C'est à cela que je diverge avec les amis qui sont au gouvernement. Et donc je ne quitte mon parti que s'il change d'idéologie, mais le simple fait de changer dans l'action, de quitter la ligne, m'amène à faire des contre-propositions, à critiquer les jours où mon parti change d'idéologie, ou moi-même je change d'idéologie. C'est moi, je pense qu'il sera possible qu'on se sépare. Et donc, aussi, il faut faire la différence entre les combats citoyens, celle qui consiste pour les forces sociales, y compris politiques entre guillemets, de dire nous devons, on doit respecter la légalité constitutionnelle, et les clivages idéologiques. J'ai l'impression qu'on mélange les deux, et parce que les politiciens ne font pas la différence entre les combats citoyens, qui est celui d'un peuple qui tient à ce qu'on respecte les délais constitutionnels, et les différences
probable au niveau des idéologies. Donc j'apprécie la démarche de l'opposition, au moins sur cette question. Elle a pu arrêter des grandes options qui consacrent l'unité dans les combats. Mais j'aimerais l'encourager à aller plus loin pour avoir un projet alternatif. Parce qu'une fois les changements, il faut gérer, si on doit gérer ensemble, on doit partager sur un certain nombre d'options. Ah, sinon, on se sépare encore. Monsieur le Premier ministre, vous avez accordé beaucoup de votre temps, nous vous en sommes très reconnaissants. Je vais prendre la toute dernière question parce que madame, visiblement, s'il vous plaît, madame, je vous accorde la dernière question afin que nous puissions libérer monsieur le Premier ministre honoraire. Je demanderai ensuite à madame Gisèle Mandaïla, qui nous fait l'honneur d'être là, de venir conclure, si vous voulez bien. Voilà, madame, votre question, s'il vous plaît. J'allais être frustrée si vous ne m'aviez pas donné la parole. Mais Parce que j'étais là à 13h10. Posez votre question. Voilà, ma question est la suivante. Vous avez dit énormément de choses et leur contraire. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est un pays riche. Mais la richesse du Congo est très mal distribuée. Il y a une petite portion qui garde la richesse du Congo, le produit des exportations va dans certaines poches et le reste du Congo est laissé dans la misère. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas le point de vue de dire aussi que le Congo n'est pas une nation. Le Congo est une nation, mais le Congo est dirigé par les gens qui ne donnent pas le sens à cette nation. Par exemple, moi je viens de Bukavu, je suis originaire du Kivu. Vous souvenez-vous de la guerre qui a commencé avec le Rwanda? À ce moment-là, tout le Congo s'est levé pour défendre cette nation. Mais maintenant, je reviens de là de nouveau, je me rends compte que le Kivu, qui est le grenier du Congo, est en train d'aller acheter la nourriture au Rwanda. Parce que le pouvoir de Kinshasa a décidé de paupériser cette région, alors que c'est une région qui nourrissait tout le Congo. Maintenant, par rapport à votre tribune, je viens d'apprendre que ça existe. Combien de Congolais sont au courant de ce que vous racontez dans cette tribune? Parce que c'est important que vous puissiez toucher une grande masse. Mais de notre côté aussi, je suis désolée, je reviens sur tout ce que les autres ont dit, je partage leur point de vue. Vous avez été au pouvoir, vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été ministre, vous avez été Premier ministre. Et ce Congo est dans cet état-là, est venu nous raconter que voilà, il y a des défis à relever. Vous avez été responsable de ce qui se passe maintenant. Et je suis désolée. Cet exercice, il faut aller le faire aussi chez les Congolais, dans chaque région du Congo, et leur dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous sommes. Faites ça, vous êtes parlementaire, vous avez un mandat du peuple. Faites le tour de cette population et racontez-leur ce que vous êtes en train de nous raconter ici. Moi, je m'appelle Laetitia Kalimbiriro, je fais partie du Parti Socialiste, mais ce que je dis ici n'engage que moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous n'avez pas posé des questions. Vous avez, et je ne dirais pas fait des incantations. L'occasion fait le larron, Excellence. Vous avez exprimé, c'est l'expression de la colère. Vous êtes du côté du peuple, nous sommes aux côtés des dirigeants. Nous devons assumer et voir dans ce que vous dites, qu'est-ce que nous pouvons prendre, qu'est-ce que nous pouvons laisser. Je vous remercie. Voilà, je vous emmène un peu les pinceaux. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cet entretien en remerciant très sincèrement Monsieur le Premier ministre honoraire, Monsieur Adolphe Muzito, qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui s'entretenir avec vous. Pour le mot de clôture, eh bien, je souhaiterais inviter Madame Gisèle Mandaïla, qui fait partie des organisateurs, puisqu'elle a eu à cœur de s'associer à cet événement. Madame Mandaïla, vous avez la parole. Merci Henri. Chers amis, chers invités, je voudrais d'emblée vous remercier en fait d'avoir répondu à cette invitation. Et surtout, je voudrais moi saluer les jeunes, parce que cette initiative est partie des jeunes. Moi, en tant que peut-être mandataire et responsable politique, et je voudrais saluer Maman Letty, qui est aussi une femme politique comme moi ici en Belgique. Et les autres, malheureusement, se sont excusées, les autres femmes politiques, mais nous avons à cœur de rencontrer le Premier ministre pour pouvoir discuter, débattre plus en profondeur des questions un peu politiques. D'abord, je voudrais vraiment remercier le public, saluer, comme j'ai dit, le travail des jeunes des Change,
les jeunes du cercle des étudiants congolais de l'ULB, dont je faisais partie en son temps, quand j'étais étudiante ici, les cercles des étudiants de l'UCL, dont je faisais partie aussi en son temps quand j'ai fait mes candidats à l'UCL. Donc vraiment, je me retrouve dans mon milieu et je voudrais vous remercier pour cela, remercier les publics, parce que nous avons été non seulement attentifs, mais nous avons été disciplinés. Nous avons eu un peu peur parce qu'on nous a dit qu'on allait venir peut-être nous attaquer. Je voudrais saluer les combattants, je ne sais pas s'ils sont encore là ou s'ils sont partis. Ils sont là. Je voudrais saluer les combattants parce que le paradigme a changé. Aujourd'hui, nous pouvons discuter avec vous sans pour autant qu'il y ait grabuge, sans pour autant que vous ne nous attaquiez. Mais en tout cas, sincèrement, félicitations et merci. Merci parce que j'aimerais bien qu'on continue dans le même élan pour les autres conférences, parce que nous ne nous arrêtons pas ici. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons reçu le Premier ministre honoraire, M. Mouzito, que je voudrais aussi remercier et saluer. Et surtout, vraiment vous dire merci parce que vous avez répondu promptement à notre invitation de venir participer à cet échange avec nous. Je vous dis, la série continue avec les jeunes des Change, les étudiants. Nous allons rencontrer d'autres acteurs politiques de la RDC pour avancer, dialoguer et leur dire ce que nous pensons. Parce que, pour clôturer, je vais saluer ce que maman Letty a dit. Oui, les dirigeants, vous avez été là, monsieur le Premier ministre, vous avez été fonctionnaire, ministre, Premier ministre, vous avez eu la gestion du pays, mais malheureusement, ce pays se trouve encore dans cet état. C'est bien de faire le constat, c'est bien de faire des propositions, mais la question qui me taraude, qui me reste, est-ce que ce n'est pas... Nous avons, quand je regarde un peu le public ou les hommes politiques congolais, et je vois que nous avons l'excellence, nous avons des compétences, en tout cas du moins les Congolais ont des compétences. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, une dernière question, ce n'est pas une question de volonté de pouvoir faire changer les choses? Est-ce que ce n'est pas une question d'appât des gains, de cupidité qui fait que le Congo est dans cet état, alors que vous aviez été dans l'appareil politique? Voilà, je resterai sur ça en disant, peut-être que vous n'allez pas nous répondre aujourd'hui, mais c'est la même question que nous poserons à d'autres acteurs. Et sur ce, je vous dis merci et je vous invite, si vous le permettez, après ici, à partager un petit verre offert par les jeunes et Women and Nation. Peut-être un petit mot pour Women and Nation, association qu'ils appellent Femmes et Nations. C'est une association qui se met en place avec les femmes d'Afrique et les femmes du monde pour renforcer la capacité des femmes, pour donner des formations. Moi, je m'occupe du volet formation politique des femmes à travers l'Afrique, et il y a d'autres femmes, et j'invite les femmes qui sont ici à rejoindre Femmes et Nations pour qu'ensemble nous puissions avancer et aider les pays en voie de développement, les femmes qui sont dans les pays en voie de développement pour pouvoir avancer et dénoncer aussi, quand il le faut, les exactions qui se commettent en Afrique, de par le monde, et surtout qui touchent les femmes, le viol utilisé comme arme de guerre, ben voilà, les violences. Voilà, j'ai fait appel à toutes les femmes de nous rejoindre à Femmes et Nations. Merci et bonne soirée. Monsieur le